Nous voulions vous présenter deux points de vue différents, lui retenant le terme de complicité et moi parlant de la France comme principal commanditaire du génocide des Tutsis. La complicité, pour moi, j'ai regardé dans le dictionnaire Robert, c'est la participation intentionnelle à la faute, au délit, au crime commis par un autre. Et il me semble que, d'après tout ce que j'ai pu regrouper comme information, que la France a participé au projet criminel 3 ans avant qu'il soit vraiment consommé. Et elle y a participé de manière telle qu'elle a permis au gouvernement Habyarimana, à son armée et à tout son appareil de milice, etc., de se maintenir, parce que sinon, si elle n'était pas intervenue militairement, tout cet appareil-là serait écroulé, et en plusieurs occasions. J'ai essayé de prendre une image pour analyser la structure de l'appareil de commandement du génocide, la structure de l'organisation du génocide. Les Rwandais, quand ils allaient massacrer, ils disaient qu'ils allaient travailler. Donc j'ai pris ça comme une entreprise positive de travailler, et j'ai pris l'exemple de la construction d'une maison. Dans la construction d'une maison, il y a l'entreprise, il y a l'architecte, et il y a celui qui commande les travaux, qu'on appelle d'habitude le maître d'ouvrage, maître d'œuvre, que j'appelle commanditaire, mais c'est un caractère plus, c'est plus adapté dans le cadre d'un crime. Mais disons maître d'œuvre, promoteur, ou je dis commanditaire. Alors essayons d'analyser dans le cadre du génocide des Tutsis comment cette image, à quoi correspond cette image. Alors, première question, quel est l'entrepreneur de ce génocide? Eh bien, indiscutablement, le gouvernement intérimaire rwandais, disons l'État rwandais, est l'entrepreneur qui a mobilisé toutes les institutions du Rwanda pour commettre ce crime. Quel a été l'architecte de ce génocide? Eh bien, là aussi, il y a assez peu de discussions concernant le rôle du colonel Bagosora. C'est même le général Dallaire, le responsable des casques bleus, qui a dit que Bagosora était l'architecte principal du génocide. Il a toujours eu un rôle extrêmement important, notamment dans une commission formée par le président Habyarimana pour définir qui était l'ennemi. Il était président de cette commission. Il a beaucoup œuvré, notamment en 1993, pour former l'organisation de l'autodéfense. Il était en étroite relation avec l'attaché militaire adjoint, le lieutenant-colonel Morin. Et c'est Bagosora lui-même qui l'avoue au juge Bruguière quand celui-ci a été l'entendre à Arusha, parce que Bagosora, il est en prison à Arusha. Vous savez qu'il était condamné en première instance pour génocide. Bon, c'est lui le soir de l'attentat qui réunit des officiers et qui décide de nommer un nouveau chef d'état-major, le précédent ayant été tué dans l'attentat contre l'avion du président. Et c'est lui qui, ce soir-là, refuse l'autorité du Premier ministre, qui était une dame, Madame Agathe Uwilinji-Mana. Et c'est lui qui, le 7 avril et le 8 avril, va jouer le rôle principal dans la formation de ce gouvernement intérimaire rwandais qui va organiser le génocide. Bon, je passe maintenant aux commanditaires. Donc, c'est des gens qui sont plus en retrait, mais qui donnent l'ordre de commettre le crime. En fait, je suis obligé de reconnaître qu'il y a plusieurs commanditaires et qui se sont entendus sur un plan de génocide. Donc, ce plan, je retiens une définition en 4 phases, parce qu'elle correspond exactement à ce qui s'est passé et parce qu'elle a été donnée par un témoin, pas cité d'ailleurs à ma connaissance au tribunal d'Arusha, qui est un père blanc, le père Tenis, un père blanc belge, et qui dit que c'est le plan de la CDR, la Coalition pour la défense de la République,
qui avait émis ce plan-là à Gizeni 3 semaines avant l'attentat. Premier point, balayer les accords d'Arusha, les accords de paix qui ont été signés en août 1993. Deuxième point, recommencer les massacres de 1959 pour montrer aux Tutsis où est leur place. Donc ça signifie exterminer les Tutsis, mais ce qui est extrêmement important dans cette formulation, c'est recommencer les massacres de 1959. Ça souligne le fait que ce qui s'est passé en 1994 est la suite ou le résultat d'un processus génocidaire qui commence en 1959. Alors, il y a beaucoup d'auteurs, d'analystes qui nient ce fait, que tout a commencé en 1959. Ça a commencé en 1959 de manière semblante, mais au niveau idéologique, ça a commencé dans les années qui ont précédé. Alors ça, c'est extrêmement important. Un génocide, ça ne survient pas comme ça. Il faut toute une préparation, et notamment une préparation dans les têtes des gens pour les amener à ostraciser les victimes. Or, notamment, vous avez des échos de ce qui se passe au tribunal d'Arusha, et vous savez peut-être que ce qu'on appelle la saisine du tribunal, dans le temps, elle s'arrête au 1er janvier 1994. Donc comment peut-on juger à propos d'un génocide qui forcément a été planifié, été prémédité avant qu'il soit commis, en ne partant que 3 mois avant le début de ce génocide. Alors, à la manière de Raoul Hilberg, qui a parlé de la destruction des Juifs d'Europe et qui dit que c'est le résultat d'un long processus, eh bien moi je dis aussi que tout a commencé en 1959. Raoul Hilberg dit que Hitler n'a pas eu besoin de faire de la propagande pour montrer aux Allemands que les Juifs n'étaient pas des hommes, qu'il fallait les détruire. Pourquoi? Parce que cette propagande, elle avait été faite pendant des siècles par qui, vous savez, l'Église catholique et les autres églises chrétiennes. Bon, donc ça, c'était la deuxième phase du plan exterminer les Tutsis. Troisième phase, qui n'est pas forcément une phase qui se succède dans le temps, c'est chasser les Belges. Et quatrième phase, les forces armées rwandaises vont bouter le FPR, le Front Patriotique Rwandais, hors de nos frontières, c'est-à-dire reprendre la guerre. Alors, comme je disais, c'est le plan de la CDR. Mais en fait, il y a 2 plans. Il y avait un plan de massacre d'opposants par les Interamwe étant la milice ou le mouvement de jeunes de l'ancien parti unique, le MRND, le parti d'Abiyarimana. Et c'était un plan, en fait, de lui, Abiyarimana. Il pensait faire exécuter ce plan pour éliminer ses opposants. Mais en fait, Abiyarimana n'a pas déclenché ces massacres. D'après des témoins, il s'agissait de tuer quelques milliers de personnes. Mais en fait, il y avait plus génocidaires que lui. Et j'en viens à utiliser cette formule ironique. Il y avait des génocidaires modérés, et puis il y avait des vrais génocidaires comme Bagosora, qui pensaient qu'il fallait régler une bonne fois pour toutes le problème des Tutsis, pour pouvoir liquider cette question du FPR, qui était un mouvement armé formé d'exilés, basé principalement en Ouganda, et qui faisait des incursions militaires au Rwanda. Et vis-à-vis de ce plan, Abiyarimana se révélait être en fait un obstacle, parce que vis-à-vis de la communauté internationale, il lui était impossible de se défendre, de justifier une pareille extermination. Donc Abiyarimana était devenu un obstacle, et principalement il est devenu un obstacle parce qu'il s'est résolu finalement à mettre en application ces accords de paix qui avaient été signés en août 1993, qui devraient être mis en œuvre quelque chose comme un mois après. Et en fait, au mois d'avril, fin mars, il n'était toujours pas mis en application. Et le jour de l'attentat, il revenait Dar es Salaam, la capitale de la Tanzanie, où il s'était engagé devant les autres chefs d'État de la région
à mettre en œuvre ces accords. Alors il y avait un litige sur la représentation de la CDR, cette coalition pour la défense de la République, qui avait toujours été opposée aux accords d'Arusha et qui finalement voulait siéger aussi dans l'Assemblée, enfin la Chambre des députés. Et Habyarimana avait utilisé ce prétexte pour faire encore traîner les choses. Et finalement, le soir du 6, en rentrant à Kigali, il avait accepté de mettre en œuvre ces accords. Et donc, il est certain que son avion a été abattu parce qu'il avait signé ces accords. Et la mort du président Habyarimana a été attribuée aux Tutsis et elle a servi de prétexte pour déclencher le génocide. Il y a une citation faite dans le livre de Chrétien Dupaquier sur les médias du génocide, une citation ce sont des paroles qui ont été dites à la radio Mille Collines, où un certain Kontano Habimana présente Habyarimana comme Jésus-Christ qui a été sacrifié par son Père pour le bien de l'humanité. Et il disait, le MRND, le parti du président, a donné son militant suprême comme Dieu a donné en offrande son fils Jésus qui est mort sur la croix pour le salut de tous les pécheurs, etc. Le général-major est mort le 6 avril à 20h30 du soir et son sang a sauvé tous les Rwandais qui étaient voués à la mort et qui devaient être tués par les Inkotani, c'est-à-dire le FPR, après cette opération de prise de pouvoir. Bon, pour dire le genre d'élaboration politico-théologique. Mais ce qui est amusant dans cette citation que je fais là, incidemment, c'est que les auteurs du livre ne se sont pas aperçus que, en fait, c'était une reconnaissance que les extrémistes anti-Tutsi qui ont en fait massacré leur président pour que cette mort serve de prétexte à exterminer les Tutsis. Bien, donc il y a eu un plan de génocide et plusieurs commanditaires de ce génocide, et quels sont-ils? Alors beaucoup de gens, beaucoup de Rwandais notamment, disent que c'est l'Akazu qui est le principal commanditaire du génocide des Tutsis. À l'analyse, j'estime qu'il y a beaucoup de contradictions à ce niveau-là, notamment un des principaux membres de l'Akazu, qui est le colonel Sagatwa, a été tué dans l'avion, et cet avion a été abattu sur la résidence du président Habyarimana et a failli tuer son épouse, qui est présentée comme le cœur de cet Akazu. L'Akazu qui concentrait en fait tous les pouvoirs au Rwanda. Et ensuite, cette femme, devenue veuve, a été évacuée par les Français le 9 avril. Donc elle a été un peu écartée du jeu politique. Et moi, il me semble assez difficile de soutenir que ce soit ces gens-là qui ont commandé tout ce plan de génocide qui commence par la mort de l'un d'entre eux et qui a failli tuer Agathe. Donc je pense que ces gens-là sont impliqués dans la préparation du génocide, dans les massacres qui ont eu lieu aussitôt après l'attentat, mais quant à avoir conçu ce plan, ça me paraît assez difficile. Pour revenir à ces commanditaires et ces officiers à la retraite, là le document que je projette, c'est une note qui a été donnée par un dénommé Jean Birara, qui est ancien gouverneur de la Banque du Rwanda, qui a donné ça aux gendarmes belges chargés de l'enquête sur la mort des 10 parachutistes belges le 7 avril. Et il dit que les principaux auteurs du coup d'État et de l'attentat, parce qu'il dit que c'est la même chose, eh bien c'est le colonel Laurent Serubouga, l'ancien chef d'état-major adjoint de l'armée rwandaise, qui se trouve actuellement en France, le colonel Buregeya, qui est moins connu, je crois qu'il est décédé, le colonel Rwagafilita, qui était le chef d'état-major de la gendarmerie,
Et bien sûr, le colonel Bagosora, qui n'est pas cité dans cette liste, là, mais qui place comme moi, un peu comme au niveau d'architecte, enfin, d'organisateur de l'attentat. Donc ces gens-là, ces officiers-là, sont des commanditaires, pour moi, de l'attentat, du coup d'État et du génocide des Tutsis. Ensuite, ils ont des relais parmi d'autres officiers. C'est ceux qui commandaient les unités d'élite de l'armée rwandaise, garde présidentielle, paracommando, bataillon de reconnaissance. Et il se trouve que toutes ces unités d'élite avaient des conseillers militaires français. Ensuite, il y a des gens qui ont dit que c'était le chef d'état-major Deogracias Tsalimana. C'est assez drôle. Bon, vous savez, vous entendez là quand je dis Deogracias que c'est un pays très christianisé, le Rwanda, et ils ont tous des noms chrétiens qui ont été donnés par les missionnaires. Alors ce malheureux Deogracias Tsalimana, c'était le chef d'état-major des armées, et il a été tué dans l'attentat contre l'avion, et il y en a qui ont dit que c'était lui l'organisateur de l'attentat et qui ne voulait pas remonter dans l'avion au retour de Dar es Salaam, mais ça paraît complètement fou. Il apparaîtrait que c'est Bagosora qui avait fait mettre dans l'avion parce qu'il aurait été un obstacle pour exécuter le génocide. Ensuite, dans les partis politiques dont Raphaël a parlé, il y a évidemment beaucoup de commanditaires du génocide, mais qui sont aussi, disons, des exécutants plus ou moins. Ils n'ont peut-être pas directement tué, mais ils ont donné l'ordre de tuer. Ensuite, question délicate, j'estime que comme commanditaire de ce génocide, il y a l'Église catholique. C'est un sujet qui est très peu abordé, qui est bien souvent boycotté. En fait, toute l'idéologie du génocide a été, sinon inventée, mais propagée par l'Église catholique. C'est par exemple la racialisation des différenciations sociales. Bon, je vais pas, notamment, c'est symbolisé par une lettre de carême de Monseigneur Pérodin, l'évêque ou archevêque du Rwanda à l'époque, en 1959, qui a dit que les inégalités sociales recouvraient exactement les différenciations raciales. Une certaine race, il dit race, il dit pas ethnie, il dit race, monopolisant toutes les richesses du pays et le pouvoir du pays. Il vise là les Tutsis. Et c'est ces lettres de carême de 1959 qui a précipité les événements et cette révolution sociale. Et au début du génocide, l'Église catholique n'a renié en rien cette idéologie raciale qu'elle a inculquée dans les esprits, et c'est avec ces idées-là en tête que les assassins ont tué. Pour l'Église catholique, je savais ça, mais je n'avais pas de preuves. Et dernièrement, je suis allé chercher dans la documentation catholique. Il y a un communiqué des évêques du Rwanda qui était reproduit dans l'Osservatore Romano le 11 avril. L'attentat étant le 6, le gouvernement rwandais ayant été formé le 9, eh bien les évêques du Rwanda catholiques demandent aux Rwandais de soutenir ce gouvernement et de faire confiance dans l'armée rwandaise pour ramener la paix. Et bon, ce document est assez difficile à trouver, ça ils l'ont caché, mais ça montre bien que la hiérarchie catholique a soutenu ce gouvernement qui a organisé le génocide. Je passe à un autre commanditaire possible, c'est Mobutu, le maréchal Mobutu. En fait, on peut se demander quel a été son rôle dans l'attentat, mais on ne sait pas trop. Bon, je considère qu'il est complice parce que, notamment, toutes les livraisons d'armes qui se sont faites aux génocidaires sont passées par la ville de Goma, et il a accepté que l'armée française utilise les bases du Kivu pour intervenir au secours des génocidaires rwandais.
Ensuite, il y a un autre commanditaire possible, c'est la Belgique. C'est assez surprenant que je parle de ça, mais il faut reconnaître que la Belgique a joué un rôle dans la genèse du génocide en 1959. Cette révolution sociale a été organisée par des Belges et elle a été approuvée par le gouvernement belge. Et ce sont les Belges qui, dans les années 1930, ont institutionnalisé la classification de la population en races. Et ça s'est matérialisé par une carte d'identité qui était utilisée jusqu'au génocide et qui a servi à exterminer sur les barrières les Tutsis. Et donc, les Belges ont cette responsabilité-là, mais en fait, en 1990, quand il y a eu les attaques du Front patriotique rwandais et que pour se venger, le gouvernement rwandais s'en est pris aux Tutsis de l'intérieur, les Belges qui étaient intervenus, qui avaient envoyé des troupes au secours du régime de Habyarimana, les ont retirés au bout d'un mois, laissant la place aux Français. Mais ils ont laissé quelques coopérants militaires, mais il s'est trouvé que fin 1993, les Belges sont revenus comme casque bleu. Et donc ils étaient là au moment de l'attentat, et vous savez que le 7 avril, ils ont perdu 10 hommes qui étaient chargés de la garde de la Première ministre qui a été assassinée. Et là, ils ont fait preuve de lâcheté, enfin le gouvernement belge a fait preuve de lâcheté en décidant de retirer ses troupes qui étaient là comme casque bleu, et ça a donné carte blanche aux tueurs pour étendre les massacres dans tout le Rwanda. Bon, j'en viens à la France. La France, en fait, est liée à tous les acteurs dont j'ai parlé précédemment, sauf la Belgique. Et notamment, quelle est la raison de la présence de la France au Rwanda? Et la France, depuis longtemps, depuis les années Foccart, depuis De Gaulle, enfin l'époque, souvenez-vous, de 1961, la France, elle veut en fait récupérer les anciennes colonies belges. Pour ce qui est des dirigeants français, il y a eu une connivence idéologique avec les auteurs du génocide. Nos dirigeants ils ont appris à l'école primaire, comme moi encore, qu'il y avait des races humaines, il y avait des races supérieures, des races inférieures, et ils ont adopté complètement toutes ces histoires de mythes mythiques, etc., qui ont été écrites. Alors il faut dire que ce n'est pas la France en tant que telle, ce n'est pas nos dirigeants qui ont inventé cette idéologie du génocide, mais on peut dire que Gobineau, dont j'ai parlé, était français, et puis toute cette idéologie a été propagée par les missionnaires, et le principal ordre missionnaire, c'est l'ordre des Pères Blancs, qui est, à mon sens, essentiellement français, si on en juge de ce qu'a fait le cardinal Lavigerie en Algérie. Non, mais la France a complètement adopté l'idéologie des auteurs du génocide. Alors, je vais m'arrêter sur un texte assez remarquable dont Raphaël a déjà parlé. C'est une note de l'amiral Langsade à François Mitterrand, celle-ci là, du 11 octobre, donc au cours de cette attaque d'exilés rwandais. Vous voyez que alors cette note vient des archives de François Mitterrand. Il dit: la situation est calme à Kigali ainsi que dans l'ouest et le sud du Rwanda. Bon, précédemment, il y avait eu l'attaque du FPR, mais elle avait été brisée notamment par l'intervention d'hélicoptères de combat, dont certains étaient pilotés par des militaires français. Alors, mais ce qui m'intéresse, c'est le langage utilisé. Il nous dit: les forces Tutsi maintiennent leur pression dans le nord-est du pays. Moi, je dirais les forces rebelles, ou les forces des rebelles venus d'Ouganda, ou quelque chose comme ça. Mais là, il nous dit les forces Tutsi, ou il aurait pu dire les forces du FPR, du Front patriotique rwandais, parce que c'était une terminologie qui était connue à l'époque.
Non, là il dit force Tutsi, et moi je vois que là ils sont engagés dans une guerre, mais de type racial. Alors ensuite, il envisage le retrait d'une compagnie. Il dit « Une seule compagnie resterait alors à Kigali afin d'assurer la sécurité et l'évacuation éventuelle des ressortissants. Ce retrait, dit-il, nous permettrait également de ne pas paraître trop impliqués dans le soutien aux forces rwandaises si des exactions graves envers la population étaient mises en évidence dans les opérations en cours. » L'amiral Langsad, il est chef d'état-major particulier, donc il est conseiller militaire de Mitterrand. L'Élysée. Pour resituer aussi les choses, on se trouve en 1990, on a un gouvernement socialiste, et en France, on ne se préoccupe que de la guerre du Golfe. L'amiral Langsad pressent qu'il risque d'y avoir des exactions dont la population sera victime. Alors, ça, c'est un télégramme qui est signé par l'attaché militaire Galinier et co-signé par l'ambassadeur. C'est souvent un télégramme de nature militaire. Enfin, là c'est politico-militaire, donc du 13 octobre. Le document précédent était du 11. Alors, bon, je ne dis pas tout bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est la rubrique Bravo. Elle dit « Les paysans Hutus organisés par le MRND, c'est encore à cette date le parti unique du président Habyarimana, ont intensifié la recherche des Tutsis suspects dans les collines. Des massacres sont signalés dans la région de Kibilira, à 20 km nord-ouest de Gitarama. Et c'est nettement en arrière du front. Ce n'est pas des gens qui peuvent être accusés d'avoir collaboré avec les assaillants. Le risque de généralisation déjà signalé de ces confrontations paraît ainsi se concrétiser. Dans la suite du document, on lit « Il reste que les forces gouvernementales souffrent de leur nombre réduit et du manque de moyens de même nature, en matériel et en techniciens. » C'est tout à fait vrai parce que s'il n'y avait pas eu les Belges et puis surtout les Zaïrois, Mobutu a envoyé des militaires de sa garde présidentielle qui ont tué beaucoup d'assaillants, mais qui ont aussi tué beaucoup de gens au Rwanda. Et donc l'armée rwandaise aurait été complètement enfoncée s'il n'y avait pas eu cette intervention étrangère. Donc ils disent les forces gouvernementales ne peuvent pas exploiter plus à fond la fidélité des paysans qui participent de plus en plus à l'action militaire à travers des groupes d'autodéfense armés d'arcs et de machettes. Elles aussi ne pourraient éventuellement inverser définitivement la situation en leur faveur qu'avec une aide externe soutenue. D'où l'appel aux amis, à la France en particulier. Donc nous voyons là qu'il y a des groupes d'autodéfense, dits d'autodéfense, qui sont formés de paysans et qui tuent avec des arcs et des machettes. Alors, il est clair que ces paysans-là, avec des arcs et des machettes, ils ne s'attaquent pas aux forces du FPR qui sont tous armés de Kalachnikov. En fait, il faut mettre ça en lien avec ce que j'ai lu précédemment. Les paysans Hutus ont intensifié la recherche des Tutsis suspects. Donc, là, après nous assistons, là, en octobre 1990, nous assistons en petit à ce qui va se passer en 1994, où on voit que le parti politique, là, le parti unique, a poussé les paysans à massacrer les Tutsis. Alors, on peut dire aussi que c'est un pays très peuplé, très petit, et que la question de la terre est importante. Et donc, aller tuer son voisin, ça peut être intéressant pour ce qui est de l'exploitation agricole. Mais je prétends, souvent il y a des gens qui disent que c'est à cause de la surpopulation qu'il y a eu le massacre, qu'il y a eu le génocide. Enfin, c'est souvent dit en France, mais c'est complètement faux. Comme il s'est dit là, ils ont été poussés à massacrer. Il y a eu une organisation pour commettre les massacres. Et donc, je voulais insister sur ce fait-là, que
dès octobre 1990, hein, c'est le Tutsi qui est l'ennemi de la France. Hein, parce qu'il parlait de force Tutsi. Vous me direz que je vais un peu trop vite. Hein. Et puis, disons, si le Tutsi est l'ennemi, ça ne veut pas dire qu'on le tue. Hein. Mais en fait, dans cette guerre, hein, eh bien, les militaires français nous disent que dans cette guerre, on ne faisait pas de prisonniers. Alors, il y a un certain nombre de militaires qui nous le disent. C'est notamment l'attaché militaire Galinier, le colonel Joubert et le colonel Tauzin, qui vient de sortir un livre, hein, et le général Queneau aussi, qui est devenu le chef d'état-major particulier du président de la République, Mitterrand, qui dit que c'était une guerre totale et très cruelle. Donc, dans cette guerre, l'ennemi, on le tue, on ne fait pas de prisonniers. Bon, et ensuite, ce qui est remarquable, et ça, Raphaël en a déjà un peu parlé, c'est que tout Tutsi, même civil, est considéré comme ennemi, et vous en avez une preuve, d'après le récit qu'il a fait, là, la Rwandaise Immaculée, là, qui, dans la région de Rwangeri, elle a été évacuée par des missionnaires canadiens. Elle a constaté qu'il y a une barrière, il y avait un contrôle d'identité, et en présence de militaires français, des Tutsis ont été remis aux miliciens et zigouillés immédiatement. Et les militaires français, ils le rapportent, vous voyez ça dans le rapport des députés, ils ont bien noté qu'il y avait des miliciens qui contrôlaient les gens à des barrières, et ça ils ne le disent pas explicitement, mais bien souvent ils étaient massacrés. Donc ce que je vous dis là, et disons, est le nœud de mon raisonnement, hein, pour montrer que le Tutsi est l'ennemi de la France, et que la France se trouve engagée non pas dans une guerre, là, mais dans un génocide. C'est-à-dire, elle est engagée dans une guerre totale, mais dont l'ennemi est défini de manière ethnique ou raciale. Alors, sur cette question de terminologie, ethnie ou race, Monseigneur Péronin, en 1959, il ne parlait pas d'ethnie, il parlait de race. Et à cette époque-là, tout le monde parlait encore de race. C'est devenu ethnie parce que ça fait plus propre. Et comme je l'ai dit, la France a supplanté la Belgique en fermant les yeux sur ces massacres qui ont commencé en octobre 1990. La France, en plus, elle était informée de l'intention du génocide. Raphaël en a parlé. Alors, ces deux comportements sont de nature à décourager les autorités gouvernementales rwandaises, disposées à faire d'importantes concessions. Elles ne peuvent admettre en particulier que leur soit imposé un abandon territorial au profit du FPR, là, qui vient d'attaquer, au motif d'établir un cessez-le-feu, au profit d'envahisseurs Tutsis désireux de reprendre le pouvoir perdu en 1959. Elles peuvent d'autant moins l'admettre que ceux-ci, méconnaissant les réalités rwandaises, ceux-ci, c'est les gens du FPR, rétabliraient probablement au nord-est le régime Oni du premier royaume Tutsi qui s'y est jadis installé. Alors, enfin, on peut dire que l'attaché militaire n'a pas beaucoup de recul critique par rapport à ça. Hein? Il continue. Ce rétablissement avoué ou déguisé, entraînant, alors là il est ajouté en manuscrit, selon toute vraisemblance, entraînant selon toute vraisemblance l'élimination physique à l'intérieur du pays des Tutsis, à l'intérieur du pays des Tutsis, 500 000 à 700 000 personnes, donc des Tutsis, par les Hutus, 7 millions d'individus. Donc vous voyez que le 24 octobre 1990, les autorités françaises sont bien informées qu'il y a un génocide en préparation et que c'est les autorités rwandaises qui le préparent. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que la phraséologie idéologique des autorités rwandaises est reprise sans distanciation par l'attaché militaire Galinier, et c'est co-signé par l'ambassadeur Martra. Donc,
j'en déduis qu'il y a une forte connivence entre les Français et les auteurs du génocide. Ensuite, ce qui me fait vraiment considérer que la France elle est totalement impliquée dans ce processus génocidaire à partir de 1990, c'est que par 3 fois au moins, l'armée française a sauvé l'armée rwandaise. Et alors ce livre de Tauzin est assez précieux pour moi parce qu'il dit qu'il a été envoyé en catastrophe en février 1993 au Rwanda et qu'ils ont sauvé l'armée rwandaise qui était en pleine débâcle. Et vous avez plusieurs militaires français haut placés, le général Queneau, le colonel Delors, qui ont écrit, vous trouvez ça dans les documents des députés, que s'il n'y avait pas eu les Français, eh bien, l'armée rwandaise aurait été écrasée par l'armée du FPR. Qu'est-ce qui serait passé? Le FPR serait arrivé à Kigali. Il aurait formé un gouvernement, hein, probablement avec des opposants à Habyarimana. Je dis qu'il y aurait eu certainement des morts, hein, mais je suis persuadé qu'il n'y aurait pas eu de génocide. Or, du côté des militaires français, vous observez les arguments totalement inverses. Ils prétendent que c'est parce qu'ils se sont maintenus au Rwanda que ça a empêché le génocide, et c'est parce qu'ils étaient partis en fin 1993 qu'il y a eu le génocide. Mais moi, je prétends exactement l'inverse, et je crois présenter des preuves, et notamment ce qu'ils disent. Sans le soutien militaire français, il n'y aurait pas eu de génocide. Je pense qu'il y a un texte qui est aussi extrêmement important de l'ambassadeur du Rwanda, M. Martre, du 11 mars 1993. Donc après cette attaque du FPR qui a été repoussée grâce à l'intervention du colonel Tauzin, il y a eu de nouveau une reprise des négociations et un accord de cessez-le-feu. Et le parti CDR, un parti extrémiste et soutenu par la France, au point que je me demande bien, même s'il n'a pas été formé avec l'aide de la France, ce parti s'oppose à la signature de ces accords, notamment parce que dans ces accords, il est stipulé que l'armée française doit se retirer. Il continue l'ambassadeur. Dans ce scénario, il n'y a plus de place pour le nationalisme hutu. Alors ça, c'est assez étonnant, hein. Il ne s'agit pas de nationalisme rwandais, hein. Il s'agit de nationalisme hutu. Hein. Donc il s'agit de cette révolution sociale de 1959 hein, qui a massacré les Tutsis ou les a rejetés, ou pour ceux qui sont restés à l'intérieur du Rwanda sont considérés comme des parias. Eh bien, il n'y a plus de place pour le nationalisme hutu. C'est pourtant lui qui a été le courant porteur de la Première République et qui a sous-tendu la Seconde. Il s'appuie sur des thèmes ancestraux faciles à développer, dont l'évolution socio-culturelle des 30 dernières années n'a pas réussi à effacer la marque. Il ne peut que se reconnaître de moins en moins dans un chef d'État, Habyarimana, qui a finalement tout raté. Aussi bien la guerre que la réconciliation, accusé par les uns d'avoir favorisé les Tutsis dans les premières années de son mandat, étiqueté par les autres comme un dictateur sanguinaire. Donc pour l'ambassadeur de France, Habyarimana aurait tout raté. Il dit à la fin, il restera au CDR à se trouver un autre chef que Habyarimana, hein, qu'un président usé par 20 années de pouvoir et par une campagne de diffamation, etc. Qu'est-ce qu'on remarque dans ce texte-là? C'est que le président Habyarimana, que les autorités françaises disent avoir toujours soutenu comme étant modéré, eh bien, là, nous voyons que l'ambassadeur de France, là, prend fait et cause pour des opposants hein, qui considèrent que ce président est usé, il a tout raté. Et à mon sens, c'est un document essentiel qui montre que dans l'attentat qui a causé la mort du président Habyarimana et également du président du Burundi, eh bien, on peut suspecter la France d'y avoir mis la main. Donc c'est l'attentat du 6 avril 1994. Moi j'ai la conviction que des Français sont impliqués dans cet attentat. Vous me direz que je n'ai pas la preuve, j'ai pas la preuve actuellement. Mais il y a un fait sur lequel j'insiste beaucoup, c'est que nous avons les preuves, hein, par le rapport des députés ou les annexes, que des militaires français sont venus sur les lieux du crash de l'avion dans les 15 minutes qui ont suivi
qui ont suivi l'écrasement de l'avion et qui ont cherché dans les débris, pas seulement les cadavres des 3 pilotes français, 2 pilotes et un mécanicien, mais qui ont aussitôt cherché les enregistreurs de vol. Hein, mais cette boîte noire, dont on sait qu'elle a été ramassée par les militaires français, eh bien jusqu'ici elle a disparu. Quand je dis dont on sait qu'elle a été ramassée par les militaires français, il y a des témoignages de Rwandais qui l'ont dit à la commission sur l'attentat, la commission Mutsinzi, mais il y a aussi Madame Habyarimana, qui habite à côté d'ici, dans la région parisienne, qui l'a déclaré dans un numéro de Jeune Afrique paru au mois d'avril 1994, vers le 20 ou 21 avril, là, et qui dit « Les militaires français ont trouvé la boîte noire ». Et comme elle a été rapatriée le 9 avril, c'est donc avant le 9 avril que les militaires français ont trouvé la boîte noire. Et il y a un certain commandant de Saint-Quentin à l'époque, c'était lui qui commandait les militaires français qui étaient à Canombé, dans le camp militaire à côté de l'endroit où l'avion s'est écrasé. C'est probablement lui qui a eu cette boîte noire. Je passe au 7 avril, où le 7 avril, la Première ministre, Madame Agathe Uwilingiyimana, a été assassinée à moins de 300 mètres de l'ambassade de France. L'ambassadeur Marleau n'offre pas un refuge à la Première ministre, alors qu'il savait très bien qu'elle était menacée parce que des militaires français étaient présents à l'état-major quand il y a eu cette réunion où Bagosora n'a pas reconnu l'autorité du Premier ministre. Et ce qui est très intéressant, c'est un document alors des archives Mitterrand du 7 avril de Bruno Delay. Hein, Bruno Delay, le 7 avril, il nous dit « L'attentat est attribué au Front patriotique rwandais ». Alors là, c'est vraiment très fort, parce qu'on a très peu d'informations à ce moment-là, mais il sait déjà que c'est le Front patriotique rwandais qui a battu l'avion. Les institutions de la transition n'ayant pas encore pu être mises en place, la mort du président laisse le pays sans aucune autorité reconnue. Le gouvernement et le Parlement n'ont pas été installés. On crée un coup d'État militaire. Hein, il dit que le pays est sans aucune autorité reconnue. Alors je ne sais pas à quelle heure il a écrit ce texte, parce que la Première ministre, elle était traquée pendant toute la matinée, elle a été assassinée vers 11h30 midi. Alors je ne sais pas s'il a écrit ça avant ou après cet assassinat, mais toujours est-il qu'il ne reconnaît pas l'autorité de la Première ministre, Madame Agathe Uwilingiyimana. Mais si vous connaissez le livre du général Dallaire, hein, le général Dallaire a dit à Bagosora, et le représentant du secrétaire général des États-Unis, Bogo, ont dit à Bagosora qu'il devait reconnaître l'autorité du Premier ministre. Mais nous voyons que le conseiller Afrique de Mitterrand ne reconnaît pas l'autorité du Premier ministre. Et ça me semble une preuve de connivence. Le 7 avril, l'ambassadeur Marleau a rencontré Bagosora. Il dit « Jean-Michel Marleau a ensuite précisé que vers 16h, il avait, avec le colonel Jean-Jacques Morin, effectué une démarche auprès du colonel Bagosora. Il lui avait dit qu'il fallait reprendre le contrôle de la situation et que les forces armées rwandaises devaient coopérer avec la MINUAR, mais cet avertissement s'était avéré inutile et la situation avait continué de s'aggraver. » Alors, il devait être bien informé pour savoir que c'était en fait Bagosora qui ne reconnaissait pas l'autorité du Premier ministre et qui avait commandé les massacres. Et à quel titre allait-il voir Bagosora? Bagosora était chef de cabinet du ministre de la Défense qui était parti à l'étranger. Mais s'il avait voulu s'adresser aux militaires, il aurait dû, lui, l'ambassadeur de France, s'adresser au nouveau chef d'état-major qui était le colonel Gatsinzi. Or, il ne s'adresse pas à lui, il s'adresse à Bagosora. Et à mon sens, ce qu'il rapporte là est faux. À mon sens, ce qui s'est passé, il a persuadé Bagosora de former un gouvernement civil. Parce que Bagosora, il a proposé à ses collègues officiers militaires de faire une sorte de junte militaire, mais les autres ont traîné les pieds, ont refusé. Et ce qui est très intéressant, c'est que il n'y avait pas d'équipe il n'y avait pas de junte formée d'avance.
Hein, ça n'avait pas été préparé, ça. Hein, et ce qui veut dire que l'attentat a été commis par très peu de personnes, hein, qui comptaient sur d'autres pour trouver une solution politique au coup d'État. Et il y a beaucoup d'analyses qui disent que c'est l'ambassadeur de France qui a convaincu Bagosora de former un gouvernement civil. Donc ils sont entendus sur la façon de former un gouvernement civil. Et ce qui est très intéressant dans cette audition, c'est que Marleau reconnaît lui-même, hein, qu'il a participé à une réunion à l'ambassade de France avec des ministres. Hein. Oui, il parle de l'arrivée à l'ambassade de France de plusieurs ministres. Ces derniers ont alors tenu une réunion au cours de laquelle ils ont fixé 3 orientations. Remplacer les ministres ou les responsables morts ou disparus, tenter de reprendre en main la garde présidentielle en vue d'arrêter les massacres, et enfin réaffirmer leur attachement aux accords d'Arusha. Ils se sont néanmoins refusés à nommer M. Faustin Twagiramungu, Premier ministre en remplacement de Mme Agathe Uwilingiyimana. Or, Faustin Twagiramungu, il était prévu comme Premier ministre par les accords de paix d'Arusha. Hein. Et donc, là, il reconnaît qu'il a accepté parce qu'il a reconnu ce gouvernement-là, il a accepté que les accords d'Arusha ne soient pas respectés. Mais il y a pire. Il y a pire. J'ai découvert récemment, en voyant les transcriptions des émissions de RFI, Radio France Internationale. Le 11 avril, Christophe Boisbouvier interviewe l'ambassadeur Marleau. Il lui demande: le gouvernement rwandais qui vient d'être nommé il y a quelques jours est dénoncé par certains comme un gouvernement de durcissement contre le FPR. Qu'en pensez-vous? Marleau répond: en ce qui concerne le remplacement du président Habyarimana, le nouveau chef de l'État par intérim et l'ancien président de l'Assemblée nationale, ce qui correspond aussi bien aux dispositions de l'ancienne constitution rwandaise qu'aux dispositions de l'accord d'Arusha lui-même, et la répartition des ministères et des portefeuilles ministériels est restée identique à ce qu'elle était dans le cadre du partage du pouvoir qui avait été prévu par les accords d'Arusha. Bon, ceci, c'est complètement faux, tout simplement parce que les 5 postes ministériels réservés au FPR ne lui ont pas été proposés et pas attribués. Et donc là, l'ambassadeur de France, il ment complètement, et il y a eu un non-respect, un viol des accords d'Arusha par la France. Et ce qui est surprenant, c'est qu'après, au niveau diplomatique, la France n'a pas cessé pendant tout le génocide de demander des négociations, alors qu'il y avait un génocide, demander des négociations pour qu'on revienne aux accords d'Arusha. Alors que ces accords ont été délibérément violés le 8 avril, parce que ce gouvernement a été formé en une journée, hein, et en fait il avait comme parrain ce gouvernement le colonel Bagosora et l'ambassadeur de France, M. Marleau. Et moi j'estime que cette journée du 8 avril est absolument essentielle. C'est le même jour où à Paris on rédige l'ordre d'opération Amaryllis, hein, où il est dit, je leur montre, enfin Raphaël en a parlé, hein, il est dit que la garde présidentielle attaque le bataillon FPR. Donc lui, il y avait un bataillon, il y avait 600 hommes du FPR qui étaient à Kigali pour protéger leurs autorités dans le cadre du gouvernement de transition, enfin, pour protéger les ministres, etc. Et ils ont été attaqués, et c'est l'état-major qui nous le dit, hein, l'état-major français qui nous le dit, là, dans ce texte publié par les députés. Et ensuite, la ligne suivante, arrestation et élimination des opposants et des Tutsis. Bon, élimination des opposants, bon, j'appelle ça des crimes, enfin des assassinats, mais élimination des Tutsis, bien pour moi c'est un génocide. Et donc dès le 8 avril, ce texte montre que les autorités françaises savent qu'il y a un génocide et, comme l'a dit Raphaël, ils ne feront rien pour l'empêcher. Dans la zone turquoise, quand les Français sont intervenus fin juin, les massacres ont continué. Nous réunissons des preuves, notamment pour Bicécéro, où les militaires français n'ont pas seulement regardé en spectateur les massacres,
Mais ils auraient invité les miliciens, notamment ceux venus de Tchangougou. Nous avons des témoins qui disent que à la sortie de Tchangougou, ils ont vu des miliciens, des Interamoués, accompagnés par des militaires français qui se dirigeaient vers la direction de Guichita, qui est à 5 km en dessous de Bicécéro. Et à Guichita, il y avait des militaires français qui étaient là aux barrières, qui leur ont ouvert les barrières et qui qui voyaient qu'ils allaient massacrer. Et je fais actuellement une enquête, avec mes pauvres moyens, pour faire l'inventaire des gens qui ont été tués en présence des Français. Et j'ai remarqué qu'il y avait le jour où il y a le plus de morts, c'est le 29 juin, et c'est le jour de la visite du ministre de la Défense Léotard, qui est venu à Guichita, cet endroit-là, et qui a refusé que les militaires français aillent porter secours aux Tutsis qui avaient été repérés déjà le 27 juin. Et c'est un journaliste du New York Times, Raymond Bonner, qui s'adresse à Léotard et qui lui demande « Qu'est-ce que vous faites? Allez secourir les Tutsis ?» Et lui, il a dit qu'il n'avait pas de moyens. Et de fait, le lendemain, l'ordre de mission donné à Maringillier, c'était d'aller voir un curé français qui se trouvait dans la région, mais ce n'était pas d'aller secourir les Tutsis. Et c'est à cause de journalistes que certains militaires français, dont Proignot et un certain capitaine, comment il s'appelle, je ne sais plus, un capitaine des Crapes, là, disons plus ou moins désobéis à Maringillier, ils sont allés porter secours aux Tutsis. Et autres horreurs qui ont été commises. Raphaël a parlé de ce colonel Tauzin qui, le 4 juillet, a déclaré que si le FPR rentrait dans la zone humanitaire, eh bien, il leur tirerait dessus. Eh bien, il a dit ça depuis une école. Il dit que c'est une école, dans son livre, une école que les événements ont vidée. Or, dans cette école-là, il y a eu un massacre le 21 avril. On a retiré des fosses communes de 27 à 29 000 cadavres. Et il y a quelques centaines de cadavres qui sont exposés, blanchis à la chaux, dans les salles de classe de cette école. Et dans cette école, ils avaient mis des batteries de mortier. Et nous savons, d'après l'enquête faite par la commission Mucho, que ça doit être le lendemain ou ce jour-là, un colonel français a réuni les autorités rwandaises et leur a demandé de charger la population, de surveiller la région pour chasser les infiltrés du FPR. Et il leur a décrit que ce que c'était que les infiltrés du FPR. C'était des gens avec carte d'identité marquée Tutsi, ou bien c'était des gens qui avaient des traces sur les épaules d'avoir porté de lourdes charges, ou c'est des gens qui avaient sur les jambes des traces de bottes, parce que les militaires du FPR portaient des bottes. Ce qui est effarant, c'est que pendant l'opération Turquoise, les militaires français ont utilisé leurs armes pour empêcher le FPR de rentrer dans cette zone humanitaire, mais les tueurs, ils ont été entièrement libres de continuer leur massacre. Et il y a des journalistes qui vous rapportent qu'il y avait toujours des barrières avec des miliciens autour des camps français, notamment
dans cette école où il y avait ces fosses communes avec les 27 000 cadavres, les Français ont mis des Tutsis et des Hutus qui soi-disant protégeaient. En fait, ils leur donnaient même pas à manger, et les Tutsis, quand ils voulaient sortir et pour trouver à manger, ils se faisaient tuer par ces types-là. Alors, il y a un texte assez effarant du 22 juin. Mitterrand dit, alors, le président de la République rappelle que le Rwanda, comme le Burundi, est essentiellement peuplé de Hutus. La majorité des habitants a donc soutenu naturellement le gouvernement du président Habyarimana, qui ce pays devait passer sous la domination Tutsi, ethnie très minoritaire, qui trouve sa base en Ouganda, où certains sont favorables à la création d'un Tutsiland, englobant non seulement ce dernier pays, mais aussi le Rwanda et le Burundi. Il est certain que le processus de démocratisation serait interrompu. Il dit ça le 22 juin, alors que le génocide, dans sa grande masse, est quasiment terminé. Et il dit que si le FPR arrive à chasser le gouvernement génocidaire, eh bien Mitterrand nous dit que le processus de démocratisation serait interrompu. Donc je vois que le président français, il est intervenu aux côtés des génocidaires au Rwanda pour défendre la démocratie. J'estime que c'est une conception de la démocratie complètement pervertie. Il faut dire dans l'histoire que Hitler, en 1933, je crois savoir qu'il a été élu démocratiquement. Donc moi je dis que la notion de démocratie ne veut rien dire. Et en tout cas, c'est au nom de la démocratie que le génocide a été fait. Et on peut dire aussi que le génocide des Tutsis a été très démocratique, parce qu'il y a énormément de Hutus, énormément de gens qui ont participé à ce génocide, donc c'est un génocide démocratique. Enfin, ceci pour souligner la perversion de nos valeurs à laquelle nous sommes arrivés avec ce président-là.